Alors, merci Frédéric de nous accorder ces quelques minutes dans une actualité très chargée au sein du web, puisque vous étiez sur le podium hier pour présenter la solution Netatmo. Exact. Avec une exclusivité qui était la carte. Alors exactement, de collecte des informations. Alors, on y reviendra un petit peu plus tard, mais ça c'est un point qui est très intéressant effectivement. Alors on a sorti la carte et puis on l'a cachée. Oui. On l'a recachée dans l'après-midi. Donc la carte, on l'a annoncée, on l'a montrée, les gens l'attendaient depuis longtemps. C'est pas tout à fait terminé, donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a remballé. Mais ça sortira. Voilà, maintenant les gens l'ont vu et ils ont un engagement clair qu'on fera ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on sortira une carte. Alors c'est effectivement des points très intéressants. C'est le partage de données, donc ça fait partie de l'internet des objets, ça fait partie de la collection de données, comme ils disent. Alors déjà aujourd'hui, il y a une fonction dans la station météo Netatmo qui est déjà présente. C'est la possibilité de partager chacun peut partager ses données. Oui. Donc si vous avez une station Netatmo, vous pouvez envoyer un mail ou poster sur Facebook ou envoyer un tweet avec un lien qui permet à votre réseau de consulter votre station. Donc à ce moment-là, ça installe automatiquement sur leur téléphone portable ou leur tablette l'application Netatmo et ça leur permet d'accéder à vos données. Donc la dimension de partage était déjà présente, mais pas sous cette forme ludique de la carte, un peu voilà, qu'on n'avait pas vu. Et Loïc Lemer insiste toujours, quand on a la chance de participer au web, c'est pour qu'on montre des choses qui n'ont pas été montrées avant. Donc il faut venir avec une nouveauté. On vient avec un biscuit et donc je suis très content d'avoir annoncé ça là. C'est une très bonne chose. Alors, parlez-nous un petit peu de Netatmo, son histoire, son origine. Netatmo, c'est une rencontre avec un chercheur du public qui vient, que je rencontre par hasard, et qui dit, voilà, il y a un problème de qualité d'air intérieur à l'intérieur des bâtiments, les bâtiments sont confinés, plus on améliore notre isolation, plus la qualité de l'air devient problématique, et regarde, en mesurant le CO2, on peut finalement avoir un excellent indicateur du confinement des bâtiments. Et il dit, eh bien, tu devrais faire un produit qui analyse le CO2. Et ensuite, l'analyse qu'on a faite, c'est de dire qu'aujourd'hui, les gens n'achètent pas des stations qui achètent le CO2, mais finalement, ils achètent déjà des objets qui sont des stations météo, qui répondent partiellement à ce besoin, qui mesurent des paramètres à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc, on a fusionné cette idée et cette remarque qu'a fait un chercheur dans un objet qui est compréhensible pour le grand public, parce qu'il appartient à un espace de consommation clair. On sait ce que c'est qu'une station météo. Un des défauts de la domotique a été souvent de ne pas être capable de se raccrocher à des espaces de consommation clairs dans la tête du client. Là, on a un espace de consommation clair, c'est une super station météo qui a donc 3 avantages importants. D'abord, elle mesure la qualité de l'air intérieur. Deuxièmement, c'est un app accessoire, c'est-à-dire qu'il y a une app qui vient avec. Et troisièmement, il y a une dimension communautaire avec un partage des données sur Internet. Mais ça reste une station météo et donc les gens comprennent bien le produit. Ça fait combien de temps que Netatmo existe? Alors, on a créé la société en mai 2011 et on a commercialisé le produit en septembre 2012. D'accord, donc très rapide. 14 mois à 10 personnes, donc c'est quand même 10 personnes en R&D pour faire ce produit, donc c'est quand même beaucoup de travail. Il faut concevoir le design, la mécanique, l'électronique, les logiciels embarqués, les logiciels serveurs, les applications mobiles sur toutes les plateformes, donc voilà, c'est beaucoup de travail. D'accord. Et aujourd'hui, un produit qui est visiblement un peu partout dans le monde. Voilà, 50 pays. 50 pays déjà aujourd'hui et on continue à le vendre partout. Et on va densifier, le meilleur est devant nous, donc on espère dès le premier trimestre 2013 être le plus grand réseau au monde de stations météo. Voilà, donc je pense que ça devrait arriver au premier trimestre 2013. Aujourd'hui, il y a un nombre qui est disponible de stations Netatmo? Non, il n'y a pas de nombre. Il n'y a pas de nombre. Il n'y a pas de nombre. D'accord. Plus proche de nous, en France, que représente le marché français pour Netatmo? Le marché français, ça doit être 15% aujourd'hui. D'accord. C'est un produit mondial qui marche bien dans tous les pays pour lesquels on a fait les efforts de traduction. D'accord. D'accord. Ça représente à peu près combien d'utilisateurs en France? Je sais pas. Mais beaucoup. D'après la carte, en tout cas sur Paris. 15% de beaucoup, ça fait beaucoup. Voilà, 15% de beaucoup, ça fait beaucoup.
Et c'est pas 15% à Paris, parce qu'en fait c'est un produit on a une clientèle aussi bien urbaine que rurale. Beaucoup de gens dans des environnements un peu hostiles, hein, beaucoup de gens à la campagne, beaucoup de gens à la montagne, beaucoup de gens au bord de la mer. Donc, est-ce que vous avez rencontré des difficultés majeures dans la conception du produit? Bien sûr. Ouais. La plus importante, la plus marquante pour vous? C'est un peu compliqué d'industrialiser des produits comme ça, donc il faut les fabriquer. Et d'ailleurs, nos clients ont parfois été confrontés à des délais de livraison un peu longs à cause de ça, et on leur prie de bien vouloir nous en excuser. Donc l'industrialisation. Le design est quelque chose qui m'a vraiment empêché de dormir pendant très longtemps. Parce que les stations météo sont des objets qui sont pour la plupart plus repoussants les uns que les autres. Pas forcément très esthétique. C'est vraiment terrible, c'est terrible. Et donc on souhaitait absolument se distinguer par le design. Et c'est un objet qui n'a pas de forme préconçue. C'est-à-dire qu'on aurait pu en faire une box. Oui. On aurait pu en faire un rond, on aurait pu en faire un carré, on aurait pu en faire absolument n'importe quoi. Et tous ces tous ces objets qui n'ont pas de forme sont finalement très durs à exprimer. Et donc on a consulté 3 designers. Et il y a un jeune designer français qui s'appelle Alexandre Moronoz qui nous a apporté cette idée de tube avec un thermomètre simplifié exprimé dessus. Voilà, c'est vrai que les instruments de mesure sont souvent tubulaires et verticaux, et à la fois on est dans le monde de la mesure avec un objet qui est beau, qui est design, et c'est une grande réussite de ce jeune designer. D'ailleurs, c'est une qualité qui a été reconnue, je crois, par nos amis américains. Alors, les amis américains nous ont donné un prix, alors pas un prix spécifique sur le design, mais un prix global sur le design et l'innovation du produit, donc à la fois sur le design de l'objet, de l'app, et puis sur le fait qu'il est original. Donc ces 3 originalités: la connexion à Internet, la connexion au smartphone et le détecteur de qualité de l'air. D'accord. Alors, juste, vous parliez de l'app, c'est une des forces, je crois, de ce produit. C'est une très belle app. Ouais. C'est une application qui est ergonomique, qui permet de partager ses données. Dans votre construction du business model, qu'est-ce qui a prévalu? C'est l'objet, c'est l'application, c'est la communauté derrière? Non, ce qui est très clair, c'est qu'en fait, la qualité d'un projet, c'est la qualité perçue du plus mauvais de ses éléments. Oui. Donc, si vous avez un design parfait, vous avez une électronique pourrie, ou si vous avez une application pourrie, l'impression globale est pourrie. Le consommateur, il n'est pas indulgent pour les gens qui ne disent jamais bien essayé. Hein. Finalement, on n'achète pas sur c'était bien essayé. Le consommateur, il dit jamais bien essayé. Donc, la qualité perçue par le produit, c'est l'élément le plus médiocre de la qualité. Donc, vous n'avez pas le choix que de travailler sur l'ensemble des points. Et c'est ce qu'on a fait. D'accord. Donc le business model, c'est aussi de collecter des données. On l'a vu hier à travers la carte de présentation des données collectées. On a vu qu'on nous mentait, dans le sens où effectivement les données... J'ai pas dit ça, mais c'est-à-dire c'est des métiers différents. C'est-à-dire que les gens de Météo France, ils essaient de placer leurs stations météo à des endroits où elles sont justement à l'abri de l'activité humaine. Oui. C'est ça qu'ils cherchent. Pourquoi? Parce que ce qu'ils mesurent, c'est la masse d'air. Et qu'ils veulent mesurer la masse d'air indépendamment de l'activité humaine, de manière à avoir des modèles de prévision du fonctionnement de la masse d'air qui soient valables. Et c'est la météorologie. Mais en ce qui concerne l'observation, le boulot de Météo France, c'est pas de faire de l'observation de la température en ville. C'est pas leur métier, donc ils le font pas. Et voilà. Et donc nous, on le fait, et on sera enchanté de leur fournir ces données à eux et à leurs partenaires étrangers, parce qu'on rencontre beaucoup d'échos dans beaucoup de pays européens autour de nos données. Là, j'ai reçu pas mal de mails la nuit dernière suite à la présentation de gens qui veulent avoir accès à ces données. Parce qu'elles sont intéressantes pour les... Finalement, sont les plus précises, parce que quand on est un touriste et qu'on va à Paris, la température sur les pistes de Roissy est intéressante, mais de savoir quelle température il fait à Notre-Dame, c'est un peu plus parlant. Voilà, alors il y a une grande difficulté, c'est que quand on fait ça, on ne peut pas avoir un placement professionnel des capteurs. Oui. C'est-à-dire que le capteur, il est
il est des fois très bien mis, des fois on voit des capteurs qui sont en plein soleil. Alors en fait, ce qu'on mesure, c'est pas tellement la température qui fait, c'est l'ensoleillement, c'est une dérivée de l'ensoleillement. Et puis on a des capteurs qui sont mis, que les gens utilisent pour les mettre dans leur cave ou dans leur congélateur. Bon, alors, donc nous, on a un travail de qualification du capteur, et c'est pour ça qu'on n'a pas réalisé la carte encore, c'est que voilà, il ne faut pas qu'on affiche des conneries. Et donc pour ça, il faut qu'on qualifie les capteurs, c'est-à-dire qu'on dise, bon maintenant clairement ce capteur il est dans une cave, ce capteur il est en plein soleil, et donc on le retire de la map. Donc sur les maps, voilà, on vire les... D'accord. Donc il y aura un travail de qualification de la donnée avant de la publier. Et c'est déjà le cas, parce que sinon à Paris, il y a pas mal de mecs qui fait -20 parce qu'ils ont mis le truc dans un congélateur. D'accord. Voilà. C'est intéressant comme usage. Non mais c'est très bien, il y a toutes sortes d'usages divers et variés. Nous on est très contents d'avoir des clients quel que soit leur usage, on ne juge pas évidemment. Mais voilà, il ne faut pas que ça apparaisse comme étant la température, qu'il fasse -20 but de Chaumont et puis qu'il fasse +19 place de l'Étoile. Oui, on se douterait qu'il y a quelque chose. Donc vous parliez de l'usage, vous avez ouvert votre API. Oui, alors ça c'est déjà fait. Ouais, alors les données, les utilisateurs nous les donnent déjà. Donc les données sont envoyées par la station sur nos serveurs. Donc les utilisateurs nous donnent les données. La première chose qu'on doit faire, c'est quand même les leur rendre de manière accessible. On n'est pas Google où on avale les données puis on les garde pour nous, on s'assoit dessus pour donner à la personne. Voilà, on les revend. On les revend. Bon, les gens nous donnent les données. Les données, c'est les leurs. Donc ils peuvent les télécharger sous forme de CSV très simple. Et il y a une API qui est vraiment simplifiée à l'extrême. Voilà, on a essayé de faire le truc le plus simple possible. Voilà, et on a beaucoup de gens qui s'en servent pour toutes sortes de choses. Alors, aujourd'hui, demain, c'était le cas déjà hier, au web on parle de l'Internet des objets, on parle de beaucoup d'innovation. Alors, Netatmo est une entreprise très innovante et reconnue comme telle. Alors, je pense que vous n'avez pas forcément eu le temps d'assister à beaucoup de présentations. Non, hélas, sur la conférence. Alors, l'avantage c'est qu'elles sont toutes sur YouTube, donc ça permet de faire des travaux après. Par contre, votre vision de l'Internet des objets et son extension à la maison intelligente. C'est simple, on va tout bouffer. Ça, il faut que ça soit bien clair pour tout le monde. Les technologies de l'information vont dévorer tous les business et dans la maison, on va tout connecter. Alors, on va peut-être pas connecter le grille-pain tout de suite, mais on va connecter la brosse à dents. On a déjà connecté, moi j'étais fondateur de WeThings, donc on a déjà connecté le pèse-personne, le tensiomètre. On va tout connecter. Il y a Kubashi qui connecte les plantes, tout l'électroménager va se connecter. Voilà, et donc ce processus-là, il est inéluctable. Il faut pas. Alors des fois, avec des valeurs ajoutées. La vraie question, c'est pas de savoir qu'est-ce que ça coûte. La vraie question, c'est quel est l'avantage de ne pas avoir un objet connecté. Parce qu'on va arriver aujourd'hui d'ici une dizaine d'années, on aura le prix de la connexion à Internet dans les objets sera négligeable. Bon, c'est loin d'être le cas aujourd'hui, mais ça sera négligeable. Et donc le client devra dire soit il aura un objet connecté, soit il devra faire le choix d'avoir un objet non connecté. Quel est l'avantage? Alors il pourra pour des raisons de confidentialité décider que son objet n'est pas connecté, mais ça sera un acte conscient. Le standard deviendra l'objet connecté, de l'exception l'objet. Oui, on va tout bouffer. Voilà. On va tout bouffer. Et ça, il faut que ce soit bien clair. 100% des objets actifs vont être connectés et une part non négligeable des objets passifs. D'accord. Donc l'Internet des objets, on en est on en est au début. On en est au début, mais on commence à en avoir chez nous. On a des pèse-personnes, on a des thermostats, on a des stations météo. On commence à avoir pas mal de jouets connectés. Il y a évidemment le drone de Parotte, un certain nombre de trucs. Et Netatmo dans tout ça alors demain. Alors oui, donc nous demain, qu'est-ce qu'on fait? Donc nous, notre business, c'est de mesurer l'environnement. Donc on mesure l'environnement. Donc on a ce premier produit auquel on va rajouter des modules additionnels dans les mois qui viennent. Donc ces modules additionnels, évidemment, seront accessibles à tous les utilisateurs qui ont déjà acheté la station météo. Ça, c'est un point clé que vous avez mis en avant hier, c'est qu'il n'y aura pas de régression. Ouais, on va pas arnaquer les gens à leur dire non, t'avais la V1 et tout, ce que les gens seraient furieux. Donc c'est pas des pratiques. Donc voilà. Donc autour de la base centrale intérieure, il y aura différents capteurs. Exactement, des capteurs supplémentaires. Donc toujours la même chose, mesurer l'environnement, et on a vocation à rajouter de plus en plus de capteurs dans notre produit. Donc ça, c'est un axe. Puis on travaille sur d'autres produits, toujours axés sur la mesure de l'environnement, mais complètement originaux, complètement différents. Voilà. Mais
sur lesquels on travaille. Plein d'activités, des échéances en termes de visibilité sur Non, ces produits. On verra. Pour le moment, on n'a pas annoncé de date. Ça sera d'ici 2013. Oui, on va en sortir en 2013, ça c'est sûr. On va les poser sur la table, on les montrera aux gens. D'accord, super. Une belle activité en perspective. Merci beaucoup, Frédéric. De rien, merci.